La confusion des sentiments, Stéphane Zieg. Note intime du professeur R.D. Traduction Alzirela et Olivier Bournac, 1926. Ils ont eu une exquise pensée, mes étudiants et collègues de la faculté. Voici, précieusement relais et solennellement apporté, le premier exemplaire de ce livre, d'hommage qu'à l'occasion de mon 60e anniversaire et du 30e de mon professorat, les philologues m'ont consacré. Il est devenu une véritable biographie. Il n'y manque pas le moindre de mes articles, pas la moindre de mes allocutions officielles. Il n'est pas insignifiant compte-rendu, paru dans je ne sais quelle annale de l'érudition, que le labeur bibliographique n'est arraché au tombeau de la paperasse. Toute mon évolution, avec une netteté exemplaire, degré par degré, comme un escalier bien balayé, est là, reconstituée jusqu'à l'heure actuelle. Vraiment, je serais un ingrat si cette touchante minutie ne me faisait pas plaisir. Ce que j'ai cru moi-même effacer de ma vie et perdu se retrouve, dans ce tableau, présenté avec ordre et méthode. Oui, je dois avouer que le vieil homme que je suis a contemplé ces feuilles avec le même orgueil que jadis éprouva l'étudiant devant le certificat de ses professeurs qui, pour la première fois, attestait son attitude à la science et sa volonté de travail. Cependant, après avoir feuilleté ces 200 pages appliquées et regardé attentivement cette sorte de miroir intellectuel de moi-même, il m'a fallu sourire. Était-ce vraiment là ma vie? Se développait-elle réellement en des spirales marquant une si heureuse progression depuis la première heure jusqu'à maintenant, ainsi que, document imprimé à l'appui, le biographe le dessinait? J'éprouvais exactement la même impression que lorsque pour la première fois j'avais entendu ma propre voix parler dans un gramophone. D'abord, je ne la connus pas tout de suite, sans doute c'était bien ma voix, mais ce n'était pas celle qu'entendent les autres, et non pas celle que je perçois moi-même, comme à travers mon sang et dans l'habitacle intérieur de mon être. Et ainsi, moi qui ai employé toute une vie à décrire les hommes d'après les œuvres et à objecter la structure intellectuelle de leur univers, je constatai précisément sur mon propre exemple combien reste impénétrable dans chaque destinée le noyau véritable de l'être, la cellule mouvante d'où jaillit toute croissance. Nous vivons de myriades de secondes et pourtant, il n'y a jamais une seule, qui met en ébullition tout notre monde intérieur. La seconde où, Stendhal l'a décrite, la fleur interne, déjà abreuvée de tous les sucs, réalise comme un éclair sa cristallisation, seconde magique, semblable à celle de la procréation, et comme elle, cachée bien au chaud, au plus profond du corps, invisible, intangible, imperceptible, mystère qui n'est vécu qu'une seule fois, aucune algèbre de l'esprit ne peut la calculer. Aucune alchimie du pressentiment ne peut la deviner, et l'instinct que l'on a de soi la saisit rarement. Ce livre ignore tout du secret, de mon avènement à la vie intellectuelle. C'est pourquoi il m'a fallu sourire. Tout y est vrai, seul y manque l'essentiel. Il me décrit, mais sans parvenir jusqu'à mon être. Il parle de moi, sans révéler ce que je suis. L'index soigneusement établi comprend 200 noms. Il y a manque que celui d'où partit toute l'impulsion créatrice, le nom de l'homme qui a décidé de mon destin et qui, maintenant, avec une puissance redoublée, m'oblige à évoquer ma jeunesse. Il est, parlé de tous, sauf de lui, qui m'a appris la parole, et dont le souffle anime mon langage. Et brusquement, je me sens coupable d'une lâche dissimulation. Pendant toute une vie, j'ai tracé des portraits humains, du fond des siècles. J'ai réveillé des figures, pour les rendre sensibles aux hommes d'aujourd'hui.
Et précisément, je n'ai jamais pensé à celui qui a toujours été le plus présent en moi. Aussi, je veux lui donner, à ce cher fantôme, comme au jour où Méric, à boire de mon propre sang, pour qu'il me parle de nouveau, et pour que lui, qui depuis longtemps a emporté par l'âge, soit auprès de moi, qui suis en train de vieillir. Je veux ajouter un feuillet secret aux feuilles publiées, ajouter un témoignage du sentiment aux livres savants, et me raconter à moi-même, pour l'amour de lui, la vérité de ma jeunesse. Encore une fois, avant de commencer, je feuillette ce livre, qui prétend représenter ma vie. Et de nouveau, je suis obligée de sourire, car comment voudraient-ils connaître le véritable noyau de mon être, eux qui ont choisi un mauvais départ? Leur premier pas porte déjà à faux. Voilà qu'un camarade de classe qui me vaut du bien et qui, aujourd'hui, est comme moi, conseiller, honoraire. Imagine gratuitement que déjà au lycée, un amour passionné de belles lettres me distinguait de tous les autres potaches. Vous avez mauvaise mémoire, mon cher conseiller honoraire. Pour moi, les humanités classiques représentaient une servitude mal supportée, en grinçant des dents et en écumant. Précisément parce que, fils du proviseur, je voyais toujours dans cette petite ville de l'Allemagne du Nord la culture professée, jusqu'à la table et au salon, comme un gagne-pain. Je haïssais depuis l'enfance toute philologie, toujours la nature, conformément à sa tâche mystique qui est de préserver l'élan créateur, donne à l'enfant aversion et mépris pour les goûts paternels. Elle ne veut pas un héritage commode et indolent, une simple transmission et répétition d'une génération à l'autre. Toujours, elle établit d'abord un contraste entre les gens de même nature, et ce n'est qu'après un pénible et fécond détour qu'elle permet aux descendants d'entrer dans la voie des aïeux. Il suffisait que mon père considérât la science comme sacrée pour que ma personnalité en germe n'y vît que de vaines subtilités. Parce qu'il prisait les classiques comme des modèles, il me semblait didactique et, par conséquent, haïssable, entouré de livres de tous côtés. Je méprisais les livres. Toujours poussé par mon père vers les choses de l'esprit, je me révoltais contre toute forme de culture transmise par l'écriture. Il n'est donc pas étonnant que j'aie eu de la peine à arriver jusqu'au baccalauréat, et qu'ensuite je me sois refusé avec véhémence à poursuivre des études. Je voulais devenir officier, marin ou ingénieur. À vrai dire, aucune vocation impérieuse ne me portait vers ces carrières. C'est seulement l'antipathie pour les paperasses et le didactisme de la science qui me préférait une activité pratique à la carrière du professeur. Cependant, mon père, avec sa vénération fanatique pour tout ce qui touchait à l'université, persista dans sa volonté que je souvisse les cours d'une faculté, et je ne parvins à obtenir qu'une concession, c'est qu'au lieu de la philologie classique, il me fut permis de choisir l'étude de l'anglais. Solution bâtarde que finalement j'acceptai avec la secrète arrière-pensée de pouvoir ensuite plus facilement, grâce à la connaissance de cette langue maritime, avoir accès à la carrière de marin que je désirais vivement. Rien n'est donc plus faux dans ce curriculum vitae que l'assertion tout amicale d'après laquelle j'aurais acquis, au cours de mon premier semestre à Berlin, grâce à des professeurs de mérite, le principe de la science philologique. En réalité, ma passion de la liberté se donnait violemment carrière, ignorait alors tous des cours et des maîtres de conférences. Lors de mon premier et bref passage dans un amphithéâtre, l'atmosphère viciée, l'exposé monotone comme celui d'un pasteur et en même temps ampulé, m'accablèrent déjà, d'une telle lassitude que je dus faire l'effort pour ne pas m'endormir sur le banc. C'était là encore l'école à laquelle je croyais avoir heureusement échappé. C'était la salle de classe que je retrouvais là, avec sa chair surélevée, avec les puérilités d'une critique faite de vétilles. Malgré moi,
Il me semblait que c'était du sable qui coulait hors des lèvres à peine ouvertes du conseiller honoraire, qui professait là tant étaient usées et monotones les paroles ressassées d'un cours qui s'étreignait dans l'air épais. Le soupçon déjà, sensible au temps de l'école, d'être tombé dans un morgue pour cadavre de l'esprit, où des mains indifférentes s'agitaient autour des morts en les disséquant, se renouvelait odieusement dans ce laboratoire de l'alexandrinisme devenu depuis longtemps une antiquaille. Et quelle intensité prenait cet instinct de défense dès qu'après l'heure de cours péniblement supportée, je sortais dans les rues de la ville, dans ce Berlin de l'époque, qui, tout surpris de sa propre croissance, débordant d'une virilité trop vite affirmée, faisait jaillir son électricité de toutes les pierres et de toutes les rues, et imposait irrésistiblement à chacun un rythme de fiévreuse pulsation qui, avec sa sauvage ardeur, ressemblait extrêmement à l'ivresse de ma propre virilité, dont je venais précisément de prendre conscience. Elle et moi, sortis brusquement d'un monde de vie, petits bourgeois, protestants, ordonnés et bornés, tous deux livrés prématurément à un tumulte tout nouveau de puissance et de possibilités, tous deux, la ville et le jeune garçon que j'étais, partant à l'aventure, nous vrombissons avec autant d'agitation et d'impatience qu'une dynamo. Jamais je n'ai aussi bien compris et aimé Berlin qu'à cette époque, car exactement dans ce chaud et ruisselant rayon de miel humain, chaque cellule de mon être aspirait à un élargissement soudain. Où l'impatience d'une vigoureuse jeunesse aurait-elle pu se déployer aussi bien que dans le sien, palpitant et brûlant de cette femme géante, dans cette cité impatiente et débordante de force. Tout d'un coup, elle s'empara de moi, je m'y plongeai, je descendis jusqu'au fond de ses veines, ma curiosité parcourut hâtivement tout son corps de pierre, et pourtant plein de chaleur, depuis le matin jusqu'à la nuit, je vagabondai dans les rues, j'allai jusqu'au lac, j'explorai tout ce qu'il y a là de caché. Vraiment l'ardeur avec laquelle, au lieu de m'occuper de mes études, je m'abandonnais aux aventures de cette existence toujours en quête de sensations nouvelles, était celle d'un possédé. Mais dans ces excès, je ne faisais qu'obéir à une particularité de ma nature. Dès mon enfance, incapable de m'intéresser à plusieurs choses à la fois, j'étais d'une indifférence radicale pour tout ce qui n'était pas la chose qui m'occupait. Toujours et partout, mon activité s'est déployée, suivant une seule ligne, et encore aujourd'hui, dans mes travaux, je mords en général à un problème avec un tel acharnement que je ne lâche pas avant de sentir dans ma bouche les dernières bribes, les derniers restes de sa moelle. Alors, dans ce Berlin, le sentiment de la liberté devint pour moi un enivrement si puissant que je ne supportais même pas la claustration passagère des cours magistraux de la faculté, ni même la clôture de ma propre chambre. Tout ce qui ne m'apportait pas une aventure m'apparaissait temps perdu, et le provincial tout nouvellement débarrassé du licol du collège, et qui n'était que péjonne, montait sur ses grands chevaux pour avoir l'air bien viril. Je fréquentais une association d'étudiants, je cherchais à acquérir dans mes manières, timides en réalité, quelque chose de la fatuité et de la morgue des étudiants au visage balafré. Au bout de 8 jours d'initiation à peine, je jouais en fanfaron de la grande ville et de la grande Allemagne. J'appris avec une rapidité étonnante, comme une véritable mille gloriosus, la vanité et la fainéantise des piliers de café. Naturellement, ce chapitre de la virilité comprenait aussi les femmes, ou plutôt les femelles, comme nous disions dans notre insolence d'étudiants, et à cet égard il se trouvait fort à propos que j'étais particulièrement joli garçon. De haute taille, svelte, avec encore
aux joues la halle de la mer, souple et adroit dans chacun de mes mouvements, j'avais beau jeu en face des pâles calicots, desséchés comme des harengs par l'atmosphère de leur comptoir, qui comme nous se mettaient en campagne tous les dimanches en quête de butin, à travers les salles de danse de Alancé et de Hundenkele, qui, à cette époque, étaient encore en dehors de l'agglomération. Tantôt, c'était une servante du Mecklembourg, blonde comme les blés, avec une peau d'une blancheur de lait, encore excitée par la danse que j'entraînais dans ma chambre quelques instants avant la fin de sa journée de sortie. Tantôt, c'était une nerveuse et pitulante petite juive de Posen qui vendait des pas chez Tiedge, butin conquis, en général aisément, et vite abandonné aux camarades. Mais dans cette facilité inattendue des conquêtes, il y avait pour moi, qui n'étais hier encore qu'un collégien craintif, une nouveauté enivrante. Ces succès faciles accrurent mon audace, et petit à petit, je ne considérais plus la rue que comme un terrain de chasse pour ces aventures laissées entièrement au hasard et qui n'étaient plus qu'une sorte de sport. Un jour que, suivant ainsi la piste d'une jolie fille, j'arrivai Unter den Linden et, tout à fait par hasard devant l'université, je ris malgré moi en songeant depuis combien de temps je n'avais pas franchi ce seuil respectable. Par bravade, j'y entrai. Avec un ami de mon acabit, nous ne fîmes que pousser la porte et nous vîmes. Spectacle d'un ridicule incroyable. 150 dos, penchés sur les bancs, comme des cribes, et semblant joindre leur litanie et celle que psalmodiait une barbe blanche. Et aussitôt je refermai la porte, laissant s'écouler sur les épaules de ces laborieux le ruisselet de cette morne éloquence, et je regagnai fièrement avec mon camarade l'allée ensoleillée. Il y a des moments où il me semble que jamais jeune homme ne gaspilla son temps plus sottement que je ne le fis pendant ces mois-là. Je ne lus pas le moindre livre, je suis certain de n'avoir alors ni dit une seule parole raisonnable, ni conçu une véritable pensée. D'instinct, je fuyais toute société cultivée, afin de pouvoir sentir plus fortement dans mon corps qui s'était révélé la saveur de la nouveauté et des plaisirs jusque-là défendus. Il se peut que cette façon de s'enivrer de sa propre sève et d'être enragé contre soi-même à perdre son temps fasse partie, dans une certaine mesure, des exigences d'une jeunesse vigoureuse, brusquement livrée à elle-même. Cependant, l'acharnement particulier que j'y mettais rendait déjà dangereuse cette sorte de paresse crasse, et il est fort probable que je serais tombé complètement dans la fainéantise ou dans l'abêtissement, si un hasard ne m'avait pas retenu, soudain, sur la pente de la chute intérieure. Ce hasard, que ma gratitude aujourd'hui qualifie d'heureux, consista en ceci que mon père fut appelé à l'improviste à Berlin, pour une seule journée, à une conférence de proviseurs au ministère. En pédagogue de profession, il profita de l'occasion pour se rendre compte de ce que je faisais sans m'annoncer sa venue, et pour me surprendre ainsi au moment où je m'y attendais le moins. Cette attaque, par surprise, réussit parfaitement. Comme la plupart du temps, ce soir-là, dans ma médiocre chambre d'étudiant, au nord de la ville, l'entrée était dans la cuisine de ma propriétaire derrière un rideau, j'avais avec moi une jeune femme en visite tout à fait intime, lorsque j'entendis frapper à la porte. Supposant que c'était un camarade, je grognai de mauvaise humeur. Je ne suis pas visible. Au bout d'un court moment, les coups frappés à la porte se renouvelèrent une fois, deux fois, et puis, avec une impatience non dissimulée, une troisième fois. Avec colère, j'enfilai mon pantalon pour envoyer promener, sans ménagement, l'impertinent gêneur, et ainsi, la chemise à moitié ouverte, les bretelles pendantes, les pieds nus, j'ouvris violemment la porte, et aussitôt, comme atteint d'un coup de poing sur la tempe, je reconnus dans l'obscurité de l'entrée la silhouette de mon père. De sa figure, je n'apercevais dans l'ombre guère
plus que les verres de lunettes au reflet. Je n'apercevais dans l'ombre guère plus que les verres de lunettes aux reflets étincelants. Mais la vue de cette silhouette suffit déjà pour que l'injure que je tenais toute prête se coinçât, comme une arête, dans mon gosier qui se serra. Pendant un moment, je restai comme étourdi. Puis, atroce seconde, il me fallut le prier, humblement, d'attendre quelques minutes dans la cuisine, le temps de mettre de l'ordre dans ma chambre. Comme je vins de le dire, je ne voyais pas sa figure, mais je sentais qu'il comprenait. Je le sentais à son silence, à la façon contrainte dont, sans me tendre la main, il entra dans la cuisine, derrière le rideau, avec un geste de répulsion. Et là, devant le fourneau qui sentait le café réchauffé et les navets, le vieil homme dut attendre, debout, pendant 10 minutes aussi humiliantes pour moi que pour lui, pendant que je tirais la fille du lit, la faisais se rhabiller à la hâte et la conduisais hors de l'appartement, en passant devant mon père que malgré lui entendait tout. Il entendit forcément quelqu'un marcher, et, au moment où elle disparaissait rapidement, les plis du rideau claquaient dans le courant d'air, et je ne pouvais pas encore faire sortir le vieil homme de sa cachette avilissante. Il me fallait d'abord réparer le désordre trop éloquent du lit. Alors seulement, jamais de ma vie je n'avais éprouvé autant de honte, j'allais le chercher. En cette heure fâcheuse, mon père sut se contenir, et encore aujourd'hui je l'en remercie du fond du cœur, car chaque fois que je songe à lui, depuis longtemps décédé, je me refuse à l'évoquer, d'après la perspective de l'écolier qui se plaisait à n'apercevoir en lui, avec dédain, qu'une machine à corriger, qu'un pédant entiché de minutie et sans cesse occupé à censurer. Au contraire, j'évoque toujours son image en cet instant si humain, où le vieil homme, profondément écœuré, et pourtant gardant la maîtrise de lui-même, entra sans rien dire derrière moi, dans cette chambre à la lourde atmosphère. Il avait dans sa main son chapeau et ses gants. Involontairement, il voulut s'en débarrasser, mais il eut aussitôt un geste de dégoût, comme s'il répugnait à ce qu'une partie quelconque de son être prît contact avec cette saleté. Je lui offris un siège. Il ne répondit pas, écarta seulement d'un signe de refus toute communauté avec les objets de ce lieu. Enfin, après être resté debout pendant quelques instants, glacial et le regard tourné de côté, il ôta ses lunettes et les frotta avec insistance, ce qui, je le savais, était chez lui un signe de gêne. La façon dont le vieil homme, avant de les remettre, passa le dos de sa main sur ses yeux ne m'échappa point non plus. Il avait honte devant moi, et moi j'avais honte devant lui. Aucun de nous ne trouvait une parole en secret. Je craignais qu'il ne commençât un sermon, une allocution faite de belles phrases, sur ce ton guttural que, depuis le lycée, je détestais, éraillais. Mais le vieil homme, je lui en sais gré, aujourd'hui encore, resta muet, et il évita de me regarder. Enfin, il alla vers les étagères branlantes où étaient mes livres d'études. Il les ouvrit. Le premier coup d'œil suffit sans doute à le convaincre que je ne les avais pas touchés et à s'apercevoir que la plupart n'étaient même pas coupés. Tes cahiers de cours. Cet ordre fut son premier mot. Je l'étendis en tremblant, car je savais trop bien que les notes prises en sténo correspondaient à une seule heure de cours. Il parcourut les 2 pages en les tournant rapidement, et sans le moindre signe d'irritation, il mit les cahiers sur la table. Puis il prit une chaise, s'assit, me regarda gravement, mais sans aucun reproche, et me demanda: Eh bien, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Qu'en résultera-t-il? Cette question posée avec calme me cloua au sol. Tout en moi était déjà prêt à la résistance. S'il m'avait réprimandé, j'aurais fait le fanfaron. S'il avait eu recours à des exhortations larmoyantes, je me serais moqué de lui. Mais cette question, toute objective, brisa les reins à mon arrogance. Sa gravité exigeait de la gravité, son calme contraint commandait le respect et un accueil sans animosité. Ce que je répondis, j'ose à peine me le rappeler.
De même, l'entretien qui suivit se dérobe aujourd'hui complètement devant ma plume. Il y a des ébranlements soudains, une manière d'être brusquement ému, qui, racontée, prendrait probablement une note sentimentale. Il y a certaines paroles qui ne sont d'une vérité profonde qu'une seule fois prononcées entre quatre yeux, et quand elles jaillissent spontanément du tumulte inattendu des sentiments, ce fut le seul entretien véritable que j'eus jamais avec mon père, et je n'hésitai pas à m'humilier volontairement. Je m'en remis à lui de la décision à prendre, mais il ne me donna que le conseil de quitter Berlin et d'aller étudier le semestre suivant dans une petite université. Il était certain, dit-il, comme pour me consoler, que désormais je rattraperais courageusement le temps perdu. Sa confiance me bouleversa. En cette seconde, je sentis le grand tort que j'avais eu pendant toute une jeunesse envers ce vieil homme, barricadé derrière un formalisme glacial. Je fus obligé de me mordre fortement les lèvres pour empêcher des larmes de jaillir, brûlantes de mes yeux. Mais lui aussi éprouvait sans doute quelque chose de semblable, car il me tendit subitement la main, la retint en un instant de tremblement et s'empressa de sortir. Je n'osai pas le suivre, je restai là, agité et troublé, et j'essuyai avec mon mouchoir le sang de ma lèvre, tellement j'y avais enfoncé mes dents pour rester maître de mes émotions. Pour moi, ce fut le premier ébranlement que je subis à 19 ans. Il jeta par terre, sans même un seul mot violent, tout l'antipathique château de cartes que mon désir de faire homme, d'imiter l'impertinence des étudiants et de m'encenser moi-même avait édifié en 3 mois. Je me sentis assez énergique, grâce à ma volonté piquée au vif, pour renoncer à tous les plaisirs de basse qualité. L'impatience m'envahit d'essayer sur le terrain de l'esprit, ma force jusqu'alors gaspillée. Je fus pris d'un besoin passionné de sérieux, de sobriété, de discipline et d'austérité. C'est à cette époque que je me vouai tout entier à l'étude, comme par une sorte de vœu monastique, ignorant en réalité la haute ivresse que la science me réservait, et ne me doutant pas que dans ce monde supérieur de l'esprit lui aussi, l'aventure et le risque sont toujours à la portée d'un être impétueux. La petite ville de province que, d'accord avec mon père, j'avais choisie pour le semestre suivant, était située dans le centre de l'Allemagne. Sa grande réputation universitaire formait un contraste frappant avec le modeste groupe des maisons qui entouraient les bâtiments de faculté. Je n'eus pas beaucoup de peine, après avoir quitté la gare où je laissai d'abord mes bagages, à trouver l'Alma Mater, et, au sein du vaste édifice de style ancien, je sentis aussitôt combien ici le cercle des connaissances se formait beaucoup plus vite que dans la volière berlinoise. En 2 heures, mon inscription fut prise et la plupart des professeurs eurent reçu ma visite. Mon directeur d'études, le professeur de philologie anglaise, fut le seul que je ne pus pas voir aussitôt, mais il me fut dit que je le rencontrerais l'après-midi à 4 heures au séminaire. Poussé par cette impatience de ne pas perdre une heure, et tout aussi ardent de mon élan à rejoindre la connaissance que je m'étais appliqué auparavant à l'éviter, je me trouvai, après un tour rapide à travers la petite ville, qui par comparaison avec Berlin me semblait plongée dans l'engourdissement, à 4 heures précises, à l'endroit indiqué. L'appariteur m'indiqua la porte du séminaire. Je frappai, et comme il me sembla avoir entendu répondre aux voix de l'intérieur, j'entrai. Mais j'avais mal entendu. Personne ne m'avait dit d'entrer. Et le son indistinct qui m'était parvenu, c'était simplement la voix haute, l'élocution énergique du professeur, qui, devant un cercle d'environ 2 douzaines d'étudiants, formait un groupe serré et très rapproché de lui, prononçait une harangue visiblement improvisée. Gêné d'être là sans autorisation, par suite de ma méprise, je voulus me retirer sans bruit, mais je craignis précisément, en le faisant, d'éveiller l'attention, car, jusqu'alors, aucun de mes auditeurs ne m'avait remarqué. Je restai donc près de la porte, et malgré moi, j'écoutai ce qui se disait.
L'intervention du professeur paraissait faire suite à une discussion ou à un exposé. Du moins, c'est ce que semblait indiquer la disposition informelle et spontanée du professeur et de ses étudiants. Il n'était pas assis doctoralement sur un siège à distance, mais sur une des tables, la jambe légèrement pendante, presque d'une façon relâchée. Et autour du sol étaient rassemblés les jeunes gens, dans des attitudes sans attrait, qui, d'abord nonchalantes, s'étaient sans doute fixés dans des poses de statue, sous l'effet de leur intérêt passionné. On voyait qu'au début, ils devaient être en train de parler ensemble, lorsque soudain le professeur s'était juché sur la table et là, dans cette position surélevée, les avait attirés à lui par sa parole, comme avec un lasso pour les immobiliers fascinés sur place. Et après quelques minutes, je sentis moi-même, oubliant déjà la le caractère d'intrusion de ma présence, la force fascinante de mon discours d'agir magnétiquement, malgré moi. Je m'approchai davantage afin de voir, par-dessus les paroles, les gestes remarquablement arrondis et élargis des mains, qui parfois, lorsque sonnait un mot puissant, s'écartaient comme des ailes, s'élevaient en frémissant, et puis s'abaisser peu à peu musicalement avec le geste modérateur d'un chef d'orchestre. Et toujours la harangue devenait plus ardente, tandis que, comme sur la croupe d'un cheval au galop, cet homme ailé s'élevait rythmiquement au-dessus de la table rigide et haletant, poursuivait l'essor impétueux de ses pensées traversées par de fulgurantes images. Jamais encore je n'avais entendu un être humain parler avec tant d'enthousiasme et d'une façon si véritablement captivante. Pour la première fois, j'assistais à ce que les Romains appelaient raptus, c'est-à-dire à l'envol d'un esprit au-dessus de lui-même. Ce n'était pas pour lui ni pour les autres qui parlait, cet homme à la lèvre enflammée, d'où jaillissait, comme le feu intérieur d'un être humain. Jamais je n'avais vu pareille chose, un discours qui était toute extase, un exposé passionné, comme un phénomène élémentaire, et ce qu'il y avait là d'inattendu pour moi m'obligea tout d'un coup à m'avancer, sans savoir que je bougeais, hypnotiquement attiré par une puissance qui était plus forte que la simple curiosité. D'un pas automatique, comme celui des somnambules, je me trouvai poussé, comme par magie, vers ce cercle étroit. Inconsciemment, je fus soudain à 10 pouces de l'orateur, et au milieu des autres, qui de leur côté étaient trop fascinés pour m'apercevoir, moi ou n'importe quoi. J'étais emporté par le flot du discours, entraîné par son jaillissement, sans même savoir quelle en était l'origine. Sans doute, l'un des étudiants avait-il célébré Shakespeare comme un phénomène météorique? Ou alors cet homme au milieu d'eux mettait toute son âme à montrer que ce poète n'était que l'expression la plus puissante, le témoignage spirituel de toute une génération, l'expression sensible d'une époque devenue passionnée. Dans un large mouvement, il décrivait cette heure extraordinaire qu'avait connue l'Angleterre, cette seconde unique extase, comme il en surgit à l'improviste dans la vie de chaque peuple ou dans celle de chaque individu, concentrant toutes les forces en un élan souverain vers les choses éternelles. Tout d'un coup, la terre s'était élargie, un nouveau continent avait été découvert, tandis que la plus ancienne puissance du continent, la papauté, menaçait de s'effondrer derrière les mers qui maintenant appartenaient aux Anglais. Depuis que les vents et les vagues ont mis en pièces l'armada de l'Espagne, de nouvelles possibilités surgissent brusquement. L'univers a grandi, et involontairement, l'âme se travaille pour l'égaler. Elle aussi, elle veut grandir. Elle aussi, elle veut pénétrer jusqu'aux profondeurs extrêmes du bien et du mal. Elle veut découvrir et conquérir comme les conquistadors. Elle a besoin d'une nouvelle langue, d'une nouvelle force. Et en une nuit éclosent ceux qui vont parler cette langue, les poètes. Ils sont 50, 100 dans une seule décennie, sauvages et libres compagnons, qui ne cultivent plus de jardins d'Arcadie et qui, ne versifient plus une mythologie de convention comme le faisaient des poétéreux de cour qui les ont précédés. Eux,
Ils prennent d'assaut le théâtre, ils font leur camp de bataille de ces arènes où auparavant il n'y avait que des animaux auxquels on donnait la chasse ou des jeux sanglants, et le goût du sang chaud est encore dans leur œuvre. Leur drame lui-même est un circus maximus dans lequel les bêtes fauves du sentiment se précipitent les unes sur les autres, altérées de malefin. La fureur de ces cœurs passionnés se déchaîne à la manière des lions. Ils cherchent à se surpasser l'un l'autre en sauvagerie et en exaltation. Tout est permis à leur description, tout est autorisé. Inceste, meurtre, forfait, crime, le tumulte effréné de tous les instincts humains célèbre sa brûlante orgie. Ainsi qu'autrefois, les bêtes affamées, hors de leur prison, ce sont maintenant les passions ivres qui se précipitent, rugissent et menaçantes dans l'arène close du pieu. C'est une explosion unique, violente, comme celle d'un pétard, une explosion qui dure 50 ans, un bain de sang, une éjaculation, une sauvagerie sans pareille, qui étreint et déchire toute la terre, à peine si l'on distingue l'individualité des voix et des figures dans cette orgie de force. L'un reçoit de l'autre le feu sacré. On s'excite l'un l'autre, chacun apprend, vole quelque chose à l'autre, chacun combat pour surpasser et dépasser les autres, et cependant, ce sont tous les gladiateurs intellectuels d'une seule fête, des esclaves en rupture de chaîne, que fouette et pousse en avant le génie de l'heure. Il va les chercher dans les taudis louches et obscurs des faubourgs, aussi bien que dans les palais, les Ben Jonson, petits-fils de maçons, les Marlowe, fils de savetiers, les Massinger, issus d'un valet de chambre, les Philip Sidney, riches et savants hommes d'État, mais le tourbillon du feu les entraîne tous ensemble. Aujourd'hui ils sont fêtés, demain ils crèvent. Les Hyde, les Heywood dans la misère la plus profonde, ou bien ils s'abattent affamés comme Spencer dans King Street, tout menant une existence irrégulière, breteurs, acoquinés, à des prostituées, comédiens, escrocs, mais poètes, 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 ils le sont tous. Shakespeare n'est que leur centre, the very age and body of the time. Mais on n'a même pas le temps de le séparer des autres, tellement ce tumulte est impétueux, tellement les œuvres pullulent pêle-mêle, tellement embrouillées et les chevaux de passion, et tout d'un coup, dans une convulsion semblable à celle de sa naissance, cette éruption, la plus splendide de l'humanité, retombe. Le drame est fini, l'Angleterre est épuisée, et pendant des centaines d'années, le brouillard gris et humide de la Tamise pèse lourdement sur l'esprit. Dans un élan unique, une génération a gravi tous les sommets de la passion, en a fouillé les abîmes, a mis à nu ardemment son âme exubérante et folle. Maintenant le pays est là, fatigué, épuisé. Un puritanisme vétilleux ferme le théâtre et met ainsi fin aux effusions passionnées. La Bible reprend la parole divine, là où la plus humaine de toutes les paroles avait osé la confession la plus brûlante de tous les temps, et là où, embrasée d'une ardeur sans pareille, une génération avait en une seule fois vécu pour des milliers d'autres. Et par un brusque tournant, le feu à éclipse du discours se fixa à l'improviste sur nous. Comprenez-vous maintenant pourquoi je ne commence pas mon cours selon l'ordre historique, par le début chronologique, par le roi Arthur et par Chaucer, mais au mépris de toutes les règles par les Élisabéthiens, et comprenez-vous que je vous demande avant tout de vous familiariser avec eux, de vous mettre à l'unisson de cette suprême ardeur de vivre, car il n'y a pas d'intelligence philologique possible si l'on ne se pénètre pas la vie même. Il n'y a pas d'étude grammaticale des textes sans la connaissance des valeurs. Et vous, jeunes gens, il faut que vous aperceviez d'abord, dans sa plus haute forme de beauté, dans la forme puissante de sa jeunesse et de sa plus extrême passion, un pays et une langue dont vous voulez faire la conquête. C'est d'abord chez les poètes que vous devez entendre parler la langue, chez eux qui la crée et lui donne sa perfection.
Il faut que vous ayez senti la poésie vivre et respirer dans votre cœur avant que nous nous mettions à en faire l'anatomie. C'est pourquoi je commence toujours par les dieux, car la véritable Angleterre, c'est Élisabeth, c'est Shakespeare et les Shakespeariens. Tout ce qui précède n'est qu'une préparation, tout ce qui suit n'est qu'une contrefaçon boiteuse de cet élan originel et hardi vers l'infini. Mais, jeunes gens, sentez, sentez même palpiter ici la plus vivante jeunesse de notre univers, car on ne reconnaît jamais un phénomène, une individualité qu'à sa flamme, qu'à sa passion, car tout esprit vient du sang, toute pensée vient de la passion, toute passion de l'enthousiasme. Voilà pourquoi, jeunes gens, c'est avant tous les autres, Shakespeare et les siens, qui vous rendront vraiment jeunes. L'enthousiasme d'abord, ensuite l'application laborieuse. Lui d'abord, le suprême, le sublime. Shakespeare, ce splendide abrégé de l'univers avant l'étude du mot à mot. Et maintenant, assez pour aujourd'hui. Au revoir. Ce disant, la main s'arrondit en un geste brusque de conclusion et marqua impérieusement la fin de la musique, tandis que lui-même sautait de sa table, comme disloqué par une secousse. Le faisceau des étudiants, serrés l'un contre l'autre, se défit aussitôt. Des sièges craquèrent et remuèrent, des tables bougèrent. 20 gosiers, jusqu'alors muets, commencèrent tous à la fois à parler, à tusauter, à respirer largement. C'est maintenant qu'on pouvait se rendre compte combien magnétique avait été la fascination qui fermait toutes ses lèvres, soudain palpitantes. Le mouvement et le pêle-mêle qu'il y eut alors dans l'étroite salle n'en furent que plus ardents et plus vifs. Quelques étudiants allèrent vers le professeur pour le remercier ou pour lui dire quelque chose, tandis que d'autres, le visage en feu, échangeaient entre eux leurs impressions. Mais aucun ne restait froid, aucun n'échappait à l'action de ce courant électrique dont le contact avait brusquement été coupé et dont malgré tout les étincelles secrètes et les effluves semblaient pétiller encore dans l'air chargé de tension. Quant à moi, je ne pouvais pas bouger. J'étais comme frappé au cœur, passionné et capable seulement de saisir les choses d'une manière passionnée. Dans l'élan fougueux de tous mes sens, je venais pour la première fois de me sentir conquis par un maître, par un homme. Je venais de subir l'incendant d'une puissance devant laquelle c'était un devoir absolu et une volupté de s'incliner. Mon sang me brûlait dans les veines, je le sentais. Ma respiration était plus rapide, ce rythme impétueux battait jusque dans mon corps et tiraillait avec impatience mes articulations. Enfin, je cédai à mon impulsion, et je me poussai lentement jusqu'au premier rang, pour voir la figure de cet homme, car chose étrange, tandis qu'il parlait, je n'avais pas du tout aperçu ses traits, tellement ils étaient fondus dans la trame même de son discours. Alors encore je ne pus d'abord apercevoir qu'un profil imprécis, comme une silhouette. Il était debout, à demi tourné vers un étudiant, lui posant familièrement la main sur l'épaule, dans le contre-jour de la fenêtre. Mais même ce mouvement spontané avait une cordialité et une grâce que je n'aurais jamais cru possible chez un pédagogue. Sur ces entrefaits, quelques étudiants m'avaient remarqué, et, afin de ne pas passer à leurs yeux pour un intrus, je fis encore quelques pas vers le professeur, et j'attendis qu'il eût terminé son entretien. C'est à ce moment-là que je pus examiner à loisir son visage. Une tête de Romain, avec un front de marbre bombé, au côté luisant, surmonté d'une vague de cheveux blancs rebroussés en crinière. C'était, en haut, la hardiesse imposante d'une figure exprimant une forte intellectualité, mais au-dessus des cernes profonds, autour des yeux, le visage s'amollissait vite, devenait presque efféminé par la rondeur lisse du menton et par la lèvre mobile, tiraillée nerveusement, tantôt en forme de sourire et tantôt en une inquiète déchirure. Ce qui, en haut donnait au front sa beauté virile, la plastique amollie de la chair le dissolvait dans des joues un peu flasques et une bouche changeante. Imposant et autoritaire au premier abord, sa face vue de près produisait une impression de tension pénible. L'attitude de son corps
révélait une dualité analogue. Sa main gauche reposait indolemment sur la table, ou du moins paraissait reposer, car sans cesse de petits battements crispés passaient sur les nodosités de ses doigts. Ceux-ci, qui étaient minces et, pour une main d'homme, un peu trop délicats, un peu trop mous, peignaient avec impatience des figures invisibles sur le bois nu de la table, tandis que ses yeux, recouverts de lourdes paupières, étaient baissés et marquaient l'intérêt qu'il prenait à la conversation. Était-ce de l'inquiétude, ou bien l'émotion vibrait-elle encore dans ses nerfs agités? En tout cas, le tressaillement involontaire de sa main était en contradiction avec l'intention patiente et calme de son visage qui, épuisé et pourtant concentré, paraissait plongé tout entier dans l'entretien avec l'étudiant. Enfin, ce fut mon tour. Je m'avançai, déclinai mon nom et mes intentions, et aussitôt son œil s'éclaira en tournant vers moi, sa pupille à l'éclat presque bleu. Pendant 2 ou 3 bonnes secondes d'interrogation, cette lueur fit le tour de mon visage, depuis le menton jusqu'à la chevelure. Sans doute que cet examen doucement inquisiteur me fit rougir, car le professeur répondit à mon trouble par un rapide sourire en disant: vous voulez donc vous inscrire à mon cours. Il faudra que nous en causions ensemble d'une manière plus précise. Excusez-moi de ne pas le faire tout de suite, j'ai maintenant à régler encore quelques questions. Mais attendez-moi en bas devant le portail, et ensuite vous m'accompagnerez jusque chez moi. En même temps, il me tendit la main, une main délicate et mince, dont le contact fut à mes doigts plus léger qu'un gant, tandis que déjà il était tourné avec affabilité vers le suivant qui attendait là. Je restai donc devant le portail pendant 10 minutes, le cœur battant. Qu'allais-je lui dire? S'il me questionnait sur mes études, comment lui avouer que j'avais toujours écarté de mon travail, aussi bien que de mes heures de loisir, tout sujet littéraire? Ne me mépriserait-il pas, ou du moins ne m'exclurait-il pas aussitôt de ce cercle de feu par laquelle je me sentais aujourd'hui magiquement embrasée? Mais à peine se fut-il approché d'un pas rapide, avec un bon sourire que sa présence suffit déjà à m'ôter toute gêne. Et même, sans qu'il eût insisté, j'avouai, incapable de rien dissimuler devant lui, que j'avais assez mal employé mon premier semestre. De nouveau, son regard de chaleureux intérêt se posa sur moi. La pause, elle aussi, fait partie de la musique, sourit-il, pour m'encourager et, apparemment, pour ne pas me rendre davantage honteux de mon ignorance, il se contenta de me questionner sur des choses personnelles, sur mon pays natal et l'endroit où je pensais me loger. Lorsque je lui eus dit que jusqu'à présent je n'avais pas cherché de chambre, il m'offrit son concours et me conseilla d'aller voir d'abord dans sa maison, car une vieille femme à demi sourde avait à y louer une gentille chambrette dont plusieurs de ses étudiants avaient été chaque fois satisfaits. Et quant au reste, il s'en occuperait lui-même. Si mon intention était réellement de prendre l'étude au sérieux, il considérait comme son devoir le plus cher de m'être utile à tout égard. Lorsque nous fûmes arrivés devant sa maison, il me tendit de nouveau la main et m'invita à lui rendre visite chez lui le lendemain soir, afin que nous élaborions en commun un plan d'études. Ma reconnaissance pour la bonté inespérée de cet homme était si grande que je ne pus qu'effleurer respectueusement sa main et ôter mon chapeau d'un air embarrassé, en oubliant de le remercier en paroles. Il va de soi que je louai aussitôt la chambrette dans cette maison, même si elle ne m'eût pas plu du tout. Je ne l'en aurais pas moins prise, et cela uniquement à cause de l'impression, naïve et reconnaissante, de me trouver spatialement plus près de ce maître enchanteur qui, en une heure, m'avait donné plus que tous les autres ensemble. Mais la petite chambre était ravissante. Située au-dessus de l'appartement de mon maître, rendue un peu obscure par le pignon de bois qui la surmontait, elle offrait de la fenêtre une large vue à la ronde sur les toits voisins et sur le clocher. Dans le lointain, on distinguait un carré de verdure et au-dessus les nuages, les chers nuages de ma patrie. Une petite vieille, sourde comme un pot,
s'occupait avec les soins touchants d'une mère de ses pupilles du moment. En 2 minutes, je me mis d'accord avec elle, et 1 heure plus tard, ma malle grinçante faisait crier en montant l'escalier de bois. Ce soir-là, je ne sortis plus. J'oubliais même de manger, de fumer. Mon premier mouvement avait été de tirer de ma malle le Shakespeare que par hasard j'avais emporté, impatient de le lire. C'était la première fois depuis des années. Ma curiosité avait été enflammée jusqu'à la passion par le discours du professeur, et je lus l'œuvre du poète comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Peut-on expliquer des changements semblables? Mais tout d'un coup, je découvrais dans ces textes un univers, les mots se précipitaient sur moi, comme s'ils me cherchaient depuis des siècles. Le vers courait, et m'entraînant comme une vague de feu, jusqu'au plus profond de mes veines, de sorte que je sentais à la tempe cette étrange sorte de vertige ressenti quand on rêve qu'on vole. Je vibrais, je tremblais, je sentais mon sang couler plus chaud en moi, une espèce de fièvre me saisissait. Rien de tout cela ne m'était encore jamais arrivé, et pourtant je n'avais fait qu'entendre un discours passionné. Mais l'enivrement de ce discours persistait, sans doute encore en moi. Si je répétais une ligne tout haut, je sentais que ma voix imitait inconsciemment la sienne. Les phrases bondissaient, suivant le même rythme impétueux, et mes mains avaient envie, comme les siennes, de planer et de s'envoler. Comme par un coup de magie, j'avais eu 1 heure de temps renverser le mur qui jusqu'alors me séparait du monde de l'esprit, et je me découvrais, moi, passionné par essence, une nouvelle passion qui m'est restée fidèle jusqu'à aujourd'hui. Le désir de jouir de toutes les choses terrestres dans les mots inspirés. Par hasard, j'étais tombée sur Coriolan, et je fus pris comme d'un vertige lorsque je trouvai en moi tous les éléments de cet homme, le plus singulier de tous les Romains: fierté, orgueil, colère, raillerie, moquerie, tout le sel, tout le plomb, tout l'or, tous les métaux du sentiment. Quel plaisir nouveau pour moi que de découvrir, de comprendre cela tout d'un coup, magiquement. Je lus, et je lus, jusqu'à en avoir les yeux brûlants. Lorsque je regardai ma montre, il était 3 heures et demie. Presque effrayé de cette nouvelle puissance qui, pendant 6 heures, avait fait vibrer tous mes sens en les stupéfiant, j'éteignis la lumière, mais en moi-même les images continuèrent de briller et de fulgurer. Je pus à peine dormir dans le désir et l'attente du lendemain, qui, pensais-je, élargirait cet univers qui s'était découvert à moi d'une manière si enchanteresse et en ferait entièrement ma propriété. Mais le lendemain matin m'apporta une déception. Mon impatience m'avait fait arriver un des premiers dans la salle où mon maître, car c'est ainsi que je l'appellerai désormais, devait faire son cours sur la phonétique anglaise. Son entrée suffit à me faire peur. Était-ce donc là le même homme qu'hier, ou bien était-ce seulement mon esprit excité et mon souvenir qui avait fait de lui un Coriolan enflammé? Qui, sur le forum, brandissait la parole comme la foudre, intrépide et héroïque, subjuguant et domptant toute résistance? Celui qui, entré ici, d'un pas menu, entraînant était un vieil homme fatigué? Comme si un vernis pâle et lumineux eût quitté son visage, je remarquai maintenant, assis au premier rang, que ses traits ternes et presque maladifs étaient sillonnés de rides profondes et de larges crevasses. Des ombres bleues, creusées comme des rigoles dans les gris flasques des joues, tandis qu'il lisait, des paupières trop lourdes voilaient ses yeux, et la bouche aux lèvres décolorées et trop minces ne donnait à la parole aucune sonorité. Où était son allégresse, cet enthousiaste qui s'exaltait de sa propre jubilation? Même la voix me semblait étrangère. Comme désenchantée par cet exposé de grammaire, elle allait avec raideur, d'un pas monotone et fatigant, à travers un sable qui faisait entendre un grissement sec. Je fus pris d'inquiétude. Ce n'était, certes pas là, l'homme que j'attendais avec impatience depuis le point du jour, et qu'était devenu son visage qui brillait hier sur moi comme un astre. Ici, un professeur usé déroulait froidement son cours. J'écoutais avec une anxiété toujours nouvelle l'accent de sa
parole pour voir si malgré tout le ton d'hier ne réapparaîtrait pas. Cette vibration chaude qui avait étreint mon être comme une main sonore et qui l'avait haussé jusqu'à la passion. Mon regard se posait sur lui, toujours plus inquiet, palpant en quelque sorte, plein de déception, ce visage devenu étranger. Indéniablement, la figure était la même, mais elle semblait vidée, dépouillée de toute force créatrice, lassée vieillie, comme le masque parsemé d'un vieil homme. Mais en pareille chose était-elle possible? Pouvait-on être si jeune à une certaine heure et l'heure d'après si vieux? Y avait-il des bouillonnements de l'esprit qui soudain transformaient le visage aussi bien que la parole et qui vous rajeunissaient des dizaines d'années? La question me tourmentait. Je sentais brûler en moi, comme une soif de mieux connaître cet homme aux doubles aspects, et obéissant à une inspiration subite, à peine eut-il quitté sa chair en passant devant nous, sans nous regarder, que je courus à la bibliothèque et demandai ses publications. Peut-être qu'aujourd'hui il était tout simplement fatigué et que son élan avait été étouffé par une indisposition physique, mais ici, dans la forme du livre fixé, pour durer, je trouverai forcément le moyen de pénétrer et de comprendre sa personnalité, qui m'intriguait si fortement. Le garçon m'apporta les livres. Je fus surpris de leur petit nombre. En 20 ans, cet homme, déjà vieillissant, n'avait donc publié que cette mince série de brochures détachées, d'introductions, de préfaces, une thèse sur l'authenticité du Périclès de Shakespeare, un parallèle entre Hölderlin et Shelley. Cela est-il vrai à une époque où aucun des deux n'était considéré par son peuple comme un génie? Et sinon, rien que de la pacotille philologique. À vrai dire, tous ces écrits annonçaient comme une préparation en ouvrage en 2 volumes intitulés Le théâtre de Globe, son histoire, sa description, ses auteurs. Mais bien que cette annonce remontât déjà à 20 ans, le bibliothécaire me confirma sur la demande que je lui en fis expressément, que l'ouvrage n'avait jamais paru. Un peu craintif et n'ayant plus déjà qu'un faible courage, je feuilletai ces brochures dans l'ardent espoir d'y entendre de nouveau la voix enivrante et son rythme impétueux. Mais ces écrits marchaient d'un pas, d'une constante gravité. Nulle part n'y frémissait le rythme à la chaude cadence, bondissant au-dessus de lui-même comme la vague, au-dessus de la vague, le rythme de ce discours enivrant. Quel dommage, soupira quelque chose en moi. J'avais envie de me donner des coups, tellement je frémissais de colère et de méfiance à l'égard de mon sentiment qui, trop rapide et trop crédule, s'était abandonné à lui. Mais, l'après-midi au séminaire, je le reconnus. Tout d'abord, il ne parla pas lui-même. Cette fois-ci, suivant l'usage des collègues anglais, 2 douzaines d'étudiants étaient repartis pour la discussion, en 2 camps, parlant pour et contre. Le sujet était encore emprunté à son Shakespeare bien-aimé. Il s'agissait de savoir si Troilus et Cressida, dans son œuvre préférée, devaient être considérés comme des figures de parodie et l'œuvre elle-même comme une comédie satirique ou comme une tragédie masquée par l'ironie. Bientôt, sous l'action de sa main habile, cet entretien simplement intellectuel s'enflamma et se chargea d'une animation électrique. Les arguments bondissaient avec acuité contre les assertions manquant de vigueur, des interruptions et des exclamations simulaient vivement l'ardeur et l'impétuosité de la discussion, si bien que ces jeunes gens se manifestaient mutuellement presque de l'hostilité. C'est alors seulement, lorsque les étincelles se mirent à crépiter, que le professeur intervint brusquement, calma la confrontation devenue trop violente en ramenant avec adresse la discussion à son objet. Mais, en même temps, pour lui imprimer par une impulsion secrète un puissant élan spirituel s'élevant jusqu'à l'infini, et ainsi il fut subitement au centre de ce jeu de flammes dialectique, lui-même, plein d'une allègre excitation, aiguillonnant et modérant à la fois ce combat de coq entre les opinions, maîtres de cette vague déferlante d'enthousiasme juvénile et lui-même emporté par elle. Appuyé à la table, les bras croisés sur la poitrine, il regardait l'un, puis l'autre, souriant à celui-ci, encourageant celui-là discrètement à la riposte,
et son œil brillait du même feu que la veille. Je sentais qu'il était obligé de se maîtriser pour ne point leur ôter à tous, d'un seul coup, la parole de la bouche. Mais il se contentait avec violence, je le voyais à ses mains, qui pressaient toujours plus fortement sa poitrine comme les douaves d'un tonneau, je le devinais à ses commissures frémissantes, qui retenaient avec peine le mot déjà palpitant, et subitement ce fut plus fort que lui. Il se jeta avec ivresse dans la discussion, à la façon d'un plongeur, d'un geste énergique de sa main brandie. Il coupa en deux le tumulte comme fait la baguette d'un chef d'orchestre. Aussitôt, tous se turent. Alors il résuma les arguments à sa manière harmonieuse, et, tandis qu'il parlait, ressurgissait son visage de la veille. Les rides disparaissaient, derrière le jeu flottant des nerfs, son cou et sa silhouette se tenaient en un geste hardi et dominateur, et abondamment sa posture courbée de guetteur, il s'élança dans le discours comme dans un flot torrentiel. L'improvisation l'emporta, et je commençai à comprendre que, d'un tempérament froid, lorsqu'il était seul, il était privé, dans un cours théorique ou dans la solitude de son cabinet, de cette matière enflammée qui, ici, dans notre groupe compact, fasciné et retenant son souffle, faisait exploser une barrière intérieure. Il avait besoin, oh que je le sentais, de notre enthousiasme pour en avoir lui-même, de notre intérêt pour ces effusions intellectuelles de notre jeunesse, pour ces élans de jeunesse, comme comme un joueur de cymbalum, de grise, de rythme toujours plus sauvage, de ses mains frénétiques, de son discours devenait toujours plus puissant, plus enflammé, plus coloré et plus ardent, et plus notre silence était profond, malgré soi on percevait dans l'espace les respirations contenues, plus son exposé s'envolait, plus il était captivant et plus il s'élançait comme un hymne. Et ces minutes-là, tous nous lui appartenions, à lui seul, entièrement possédés par cette exaltation. Et de nouveau, lorsqu'il termina, soudain en évoquant un passage du discours de Goethe sur Shakespeare, notre excitation retomba tout d'un coup. Et de nouveau, comme la veille, il s'appuya épuisé contre la table, le visage blême, mais encore parcouru par les petites vibrations et les frémissements des nerfs, et dans ses yeux luisait étrangement la volupté de l'effusion qui durait encore, comme chez une femme qui vient de s'arracher une étreinte souveraine. J'avais scrupule à m'entretenir maintenant avec lui, mais par hasard son regard tomba sur moi, et indéniablement il sentit ma gratitude enthousiasmée, car il me sourit d'un air amical, et, largement tourné vers moi, sa main en tournant mon épaule, il me rappela que je devais aller le trouver chez lui, le soir même, comme convenu. À cette heure précise, je me trouvais donc chez lui. Avec quel tremblement l'adolescent que j'étais franchit-il ce seuil pour la première fois? Rien n'est plus passionné que la vénération d'un jeune homme. Rien n'est plus timide, plus féminin que son inquiète pudeur. On me conduisit dans son cabinet de travail, une pièce à demi obscure où je vis d'abord, à travers les vitres des bibliothèques, que les dos bariolés d'une multitude de livres au-dessus de la table étaient accrochés École d'Athènes de Raphaël, tableau qu'il aimait particulièrement, comme il me l'expliqua par la suite. Parce que toutes les disciplines, tous les courants de pensée y sont symboliquement unis en une synthèse parfaite. Je le voyais pour la première fois, malgré moi. Je crus découvrir dans le visage volontaire de Socrate une ressemblance avec le front de mon maître. Plus loin, derrière, brillait un marbre blanc, une belle réduction du buste de Ganymède de Paris, avec, tout près, le Saint-Sébastien, un vieux maître allemand, beauté tragique, qui probablement n'avait pas été placé par hasard à côté d'une beauté voluptueuse. J'attendais, le cœur battant, silencieux comme toutes ces œuvres d'art, nobles et muettes, qui étaient là, tout autour. Cet objet exprimait symboliquement une beauté spirituelle, nouvelle pour moi, que je, que je n'avais jamais pressentie et ne comprenais pas encore très nettement, bien que je me sentisse déjà prêt à communier fraternellement avec elle.
mais je n'eus que peu de temps pour contempler tout cela, car celui que j'attendais entrait déjà et se dirigeait vers moi. De nouveau se posa sur moi ce regard mollement enveloppant et qui brûlait comme d'un feu caché, ce regard qui, à ma propre surprise, dégueulait et épanouissait ce qui était le plus secret de mon être. Je lui parlai aussitôt avec une liberté complète comme à un ami, et lorsqu'il me questionna sur mes études à Berlin, monta soudain, malgré moi, à mes lèvres. J'en fus moi-même tout effrayé, le récit de la visite de mon père, et je confirmai à cet étranger le serment secret que j'avais fait de me livrer au travail avec le sérieux le plus absolu. Il me regarda d'un air ému. Non seulement avec sérieux, mon garçon, dit-il ensuite, mais surtout avec passion. Celui qui n'est pas passionné devient tout au plus un pédagogue. C'est toujours par l'intérieur qu'il faut aller aux choses. Toujours, toujours en partant de la passion. Sa voix devenait de plus en plus chaude, et la pièce de plus en plus obscure. Il me parla beaucoup de sa propre jeunesse, me raconta comment lui aussi avait follement commencé, et comment il ne découvrit que tard sa propre vocation. Je n'avais qu'à être courageux, et dans la mesure de ses moyens, il m'aiderait. Je pouvais m'adresser à lui sans crainte, quels que fussent mes désirs et mes questions. Jamais encore, dans toute ma vie, personne ne m'avait parlé avec autant d'intérêt, avec une grande compréhension aussi profonde. Je tremblais de gratitude, et j'étais heureux que l'obscurité cachât mes yeux humides. J'aurais aimé pu rester là des heures, sans faire attention au temps, lorsqu'on frappa légèrement. La porte s'ouvrit, une mince silhouette entra, comme une ombre. Il se leva et présenta ma femme. L'ombre svelte, indistincte, approcha, mit une petite main dans la mienne, et me dit alors, tourné vers lui. Le dîner est prêt. Oui, oui, je le sais, répondit-il hâtivement, et ce fut du moins mon impression, d'un air un peu contrarié. Quelque chose de froid parut soudain être passé dans sa voix, et, comme maintenant la lumière électrique flamboyait, il redevint l'homme vieilli de l'austère salle de cour qui, d'un geste las, me congédia. Je passai les 2 semaines qui suivirent dans une fureur passionnée de lire et d'apprendre. Je sortais à peine de ma chambre pour ne pas perdre de temps. Je prenais mes repas debout. J'étudiais sans arrêt, sans récréation, presque sans sommeil. Il était de moi comme de ce prince de conte oriental qui, brisant l'un après l'autre les sceaux posés sur les portes de chambres fermées, trouve dans chacune d'elles mais monceau toujours plus gros de bijoux et de pierres précieuses, et explore avec une avidité toujours plus grande l'enfilade de ces pièces, impatient d'arriver à la dernière. C'est exactement ainsi que je me précipitais d'un livre d'un autre, enivré par chacun, mais jamais rassasié. Mon impétuosité était maintenant passée dans le domaine de l'esprit. J'eus alors un premier pressentiment de l'immensité inexplorée de l'univers intellectuel, aussi séduisant pour moi que l'avait été d'abord le monde aventureux des villes, mais en même temps j'éprouvai la crainte puérile d'être impuissant à prendre possession de cet univers. Aussi j'économisai sur mon sommeil, mes plaisirs, mes conversations, sur toute forme de distraction, uniquement pour mieux profiter du temps dont, pour la première fois, je comprenais tout le prix. Mais ce qui enflammait de telle sorte mon zèle, c'était surtout l'amour-propre, pour ne pas déchoir devant mon maître, de ne pas décevoir sa confiance, pour obtenir de lui un sourire d'approbation, et l'attacher à moi comme j'étais attaché à lui. La moindre occasion me servait d'épreuve. Sans cesse, je stimulais mes facultés, mal dégrossies encore, mais devenues remarquablement actives. Pour lui en imposer, le surprendre. Si, dans son cours, il nommait un auteur dont l'œuvre m'était étrangère l'après-midi, je me mettais en chasse afin de pouvoir le lendemain étaler avec vanité mes connaissances au fil de la discussion. Un désir exprimé, par lui tout à fait,
en passant et à peine aperçu par les autres, devenait pour moi un ordre. Ainsi, il suffit d'une observation faite négligemment au sujet du sempiternel tabagisme des étudiants, et aussitôt je jetai ma cigarette allumée, et je renonçai tout à coup, pour toujours, à l'habitude aussi censurée. Comme la parole d'un évangéliste, la sienne était pour moi, à la fois loi et faveur. Sans cesse aux aguets, mon intention toujours tendue saisissait avidement chacune de ses remarques. Jusqu'aux plus anodines, je faisais mon bien, comme un avare de chacune de ses paroles et de chacun de ses gestes. Et dans ma chambre, je palpitais avec tous mes sens, et je gardais passionnément ce butin. Autant je ne voyais en lui que le guide, autant mon ambition intolérante ne voyait dans tous mes camarades que des ennemis. Ma volonté jalouse se jurant chaque jour à nouveau de les surpasser et de les vaincre. Sentait-il lui-même tout ce qu'il était pour moi, ou bien s'était-il mis à aimer cette fougue de mon être? Toujours est-il que mon maître me distingua bientôt d'une manière particulière en me manifestant un intérêt visible. Il conseillait mes lectures, il me poussait, moi, le tout nouveau, d'une manière presque injuste, au premier rang, des discussions collectives, et souvent il m'autorisait à venir le soir m'entretenir familièrement avec lui. Alors il prenait le plus souvent un des livres posés contre le mur, et, de cette voix sonore qui dans l'animation devenait toujours plus claire et plus haute d'un ton, il lisait des passages de poèmes ou de tragédies, ou bien il expliquait des problèmes controversés. Dans ces 2 premières semaines d'enivrement, j'ai appris plus de choses sur l'essence de l'art que jusqu'alors en 19 ans. Nous étions toujours seuls durant cette heure, pour moi trop brève. Vers 8 heures, on frappait doucement à la porte. C'était sa femme qui l'appelait pour dîner. Mais elle n'entrait jamais plus dans la pièce, obéissant visiblement à la consigne de ne pas interrompre notre entretien. Ainsi, 15 jours s'étaient écoulés, des jours de début de l'été, remplis à éclater et surchauffer, lorsqu'un matin, la force de travail se brisa en moi, comme un ressort trop tendu. Déjà auparavant, mon maître m'avait averti, me disant de ne pas pousser à l'excès l'application, de prendre de temps en temps un jour de repos et d'aller à la campagne. Voici que brusquement, cette prédiction s'accomplissait. Je me réveillai, apathique après un sommeil trouble, les lettres dansaient devant moi, comme des têtes d'épingle dès que j'essayais de lire. Fidèle comme un esclave, même à la moindre parole de mon maître, je résolus aussitôt d'obéir et de prendre au milieu de ces journées, assoiffées de culture, un jour de liberté et de récréation. Je m'en fus dès le matin. Je visitai pour la première fois la ville en partie ancienne, je grimpai les centaines de marches du clocher, uniquement pour donner du nerf à mon corps et de la plate-forme. Je découvris un petit lac entouré de verdure, en homme du Nord, né au bord de la mer. J'aimais passionnément la natation, et précisément ici, en haut du clocher, vers lequel des prairies mouchetées brillaient comme un pays d'étangs verts, je fus saisi brusquement d'un désir irrésistible, comme apporté par le vent de mon pays, le désir de me plonger dans le cher élément. Et l'après-midi, à peine déniché l'emplacement de la baignade, quand j'eus nagé quelques brasses, mon corps recommença à se sentir bien en train. Les muscles de mes membres reprenaient une souplesse et une élasticité qu'ils n'avaient pas connues depuis des semaines. Le soleil et le vent, jouant sur ma peau nue, firent renaître en moi, en une demi-heure, le garçon impétueux d'auparavant, qui se coltait sauvagement avec ses camarades et qui risquait sa vie pour une fois. J'avais tout oublié des livres et de la science, tout entier à m'ébrouer et à m'étirer, avec ce démon qui m'était particulier, repris par une passion depuis longtemps délaissée. Je m'étais dépensé pendant 2 heures dans l'élément retrouvé. J'avais 30 fois peut-être plongé depuis le tremplin pour me décharger par cet exercice du trop-plein de ma force. 2 fois j'avais traversé le lac et ma fougue n'était pas encore épuisée. M'ébattant et vibrant de tous mes muscles tendus, je cherchais autour de moi quelle épreuve nouvelle je pourrais bien tenter.
impatient de faire quelque chose de fort, d'audacieux et de téméraire. Voici que de l'autre côté, dans le bain des femmes, le tremplin cria, et je sentis se propager, en frémissant jusque dans la charpente, l'élan d'un saut puissant. En même temps, un corps svelte de femme, auquel la courbe du plongeon donnait la forme d'un croissant d'acier, comme un cimetière s'élevait, puis piquait la tête en bas. Pendant un moment, le plongeon creusa un tourbillon calpotant, surmonté d'une écume blanche, puis la silhouette toute tendue réapparut à la surface et se dirigea par des brasses énergiques vers l'île au milieu du lac. La suivre, la rattraper. Le goût du sport entraîna mes muscles. D'un seul coup, aussitôt je me jetai à l'eau en jouant des épaules. Je nageai sur ses traces en accélérant toujours mon allure. Mais remarquant qu'elle était poursuivie, et tout aussi sportive, la nageuse profita avec entrain de mon avance, vira adroitement en passant devant l'île et reprit à toute vitesse le chemin du retour. Reconnaissant vite son intention, je me jetai moi aussi sur la droite. Je nageai avec tant de vigueur que ma main, en s'allongeant, était déjà dans mon sillage, et il n'y avait plus qu'une coudée entre nous. Soudain, par une ruse hardie, la fugitive plongea brusquement, pour repaître ensuite. Un instant plus tard, juste derrière la ligue du bassin des femmes, m'interdisait de continuer la poursuite. Ruisselante et victorieuse, elle monta l'échelle. Pendant un instant, elle fut obligée de s'arrêter, une main sur la poitrine, manifestement à bout de souffle, mais ensuite elle se retourna, et lorsqu'elle me vit arrêtée à la limite, elle rit vers moi, d'un air de triomphe et les dents brillantes. Je ne pouvais pas très bien distinguer son visage sous le bonnet et contre le vif soleil. Seul son rire éclatait ironique et clair dans la direction du vaincu. J'étais à la fois contrarié et content. Pour la première fois depuis Berlin, j'avais senti sur moi ce regard flatteur d'une femme. Peut-être était-ce là une aventure qui m'attendait? En trois brasses, je regagnai le bain des hommes. Je jetai protestement mes vêtements sur ma peau encore mouillée, afin de pouvoir être aussitôt à la sortie pour la gaieté. Je dus attendre 10 minutes. Puis, facile à reconnaître à ces formes minces des Phèbes, mon orgueilleuse adversaire arriva d'un pas léger et accéléra encore dès qu'elle me vit. Dans l'intention évidente de m'ôter la possibilité de l'aborder, elle avançait avec des muscles aussi agiles que précédemment quand elle nageait. Toutes les articulations obéissaient nerveusement à ce corps mince d'adolescent, peut-être un peu trop mince. Je m'essoufflai vraiment à la rattraper, sans me faire remarquer, car elle filait comme une flèche pour m'échapper. Enfin j'y réussis, et à un tournant de chemin, je m'avançai habilement en obliquant. Je levai de très loin mon chapeau, comme font les étudiants, et je lui demandai, avant même de l'avoir regardée en face, si je pouvais l'accompagner. Elle jeta de côté un regard moqueur, et sans ralentir le rythme ardent de sa marche, elle me répondit avec une ironie presque provocante. Pourquoi pas? Si je ne vais pas trop vite pour vous, je suis très pressée. Encouragé par ce naturel, je devins plus pressant. Je lui posai une douzaine de questions indiscrètes, et pour la plupart sottes, auxquelles elle répondait pourtant de bon cœur et avec une liberté si stupéfiante que j'en fus en réalité plus troublé qu'encouragé dans mes intentions. Car mon code berlinois, d'entrée en matière, prévoyait, prévoyait plutôt la résistance et la raillerie qu'un entretien aussi franc, mené au pas de course. Aussi, j'eus pour la seconde fois le sentiment de m'être attaqué très maladroitement à une adversaire trop forte. Mais encore ce ne fut pas là le pire, car lorsque, redoublant de curiosité, je lui demandai avec insistance où elle habitait, dans deux yeux couleur noisette, pleines de fierté, se tournèrent vers moi et étincelèrent, tandis qu'elle ne retenait plus son rire. Dans votre voisinage le plus immédiat. Stupéfait, je la regardai fixement. Ses yeux se tournaient encore une fois de mon côté, pour voir si la flèche du part avait touché, et véritablement elle m'était entrée dans la gorge. C'en fut aussitôt fini de cette insolence que j'avais pratiquée à Berlin. Je balbutiai d'une voix mal assurée, et presque humblement en lui demandant si ma compagnie ne la gênait pas. Nullement, fit-elle en souriant de nouveau. Nous n'avons plus
que 2 rues et nous pouvons bien les parcourir ensemble. À ce moment-là, mon sang bourdonna à mes oreilles. C'est à peine si je pouvais avancer. Mais que faire? La quitter maintenant eût été encore une plus grande offense. Il me fallut donc marcher avec elle jusqu'à la maison où j'habitais. Alors elle s'arrêta soudain, me tendit la main et me dit négligemment: Merci de m'avoir accompagnée. Vous viendrez ce soir à 6 heures voir mon mari, n'est-ce pas? Je dus devenir cramoisi de honte. Mais avant que j'eusse pu m'excuser, elle avait monté prestement l'escalier, et j'étais là, immobile, songeant avec terreur aux propos stupides que, dans ma balourdise et mon insolence, je m'étais permis. En idiot fanfaron que j'idais, je l'avais invitée, comme une simple cousette, à une excursion dominicale. J'avais célébré son corps d'une manière sotte et banale, puis j'avais dévidé le refrain sentimental de l'étudiante solitaire. Je me sentais malade de honte, tellement la nausée de moi-même m'étouffait. Et voilà donc qu'elle s'en allait toute rieuse, fière jusqu'aux oreilles, trouver son mari et lui révéler mes sottises, à lui dont le jugement m'était plus précieux que celui de tous les hommes, aux yeux de qui paraître ridicule me semblait plus douloureux que d'être fouetté tout nu sur la place publique. Je vécus jusqu'au soir des heures atroces. 1000 fois je me représentai la façon dont il me recevrait, avec son fin sourire ironique. Ah, je le savais, il était maître dans l'art des paroles sardoniques, et il s'entendait à aiguiser un trait esprit qui vous piquait et vous brûlait de sang. Un condamné ne peut pas monter à l'échafaud avec plus de terreur que moi. En gravissant l'escalier, et à peine fus-je entré dans son cabinet de travail, retenant difficilement un lourd sanglot, que mon trouble augmente encore, car je crus bien avoir entendu, dans la pièce à côté, le froufrou d'une robe de femme. À coup sûr, elle était là, aux aguets, l'orgueilleuse à se repaître de son embarras et à jouir de la déconfiture du jeune bavard. Enfin, mon maître arriva. Qu'avez-vous donc? Me demanda-t-il avec sollicitude. Vous êtes bien pâle aujourd'hui. Je prétendis que non, attendant le coup, mais l'excitation redoutée ne se produisit pas. Il parla, tout comme à l'ordinaire, de choses littéraires. J'avais beau sonder ses paroles avec anxiété, aucune d'elles ne cachait la moindre allusion ou la moindre ironie, et d'abord étonné, puis tout heureux, je reconnus qu'elle n'avait rien dit. À 8 heures, on frappa à la porte. J'ai pris congé, mon cœur était de nouveau d'aplomb dans ma poitrine. Lorsque je fus derrière la porte, elle vint à passer. Je la saluai, son regard me sourit légèrement, et mon sang circulant en moi largement. J'interprétai ce pardon comme la promesse de continuer à se taire. À partir de ce jour-là, une nouvelle façon d'observer les choses commença pour moi. Jusqu'alors, ma vénération dévote et puérile considérait tellement le maître que j'adorais comme un génie d'un autre monde, que j'en oubliais complètement de faire attention à sa vie privée, à sa vie terrestre. Avec cette exagération qui caractérise tout véritable enthousiasme, j'avais nettoyé complètement son existence de toutes les fonctions quotidiennes de notre monde systématique et bien réglé. Et de même que, par exemple, quelqu'un qui, pour la première fois, est amoureux, n'ose déshabiller en pensée la jeune fille qui l'idolâtre, ni la regarder tout naturellement, comme semblable aux milliers d'autres personnes qui portent une robe. De même, je n'osais glisser un regard dans son existence privée. Je ne voyais en lui qu'un être toujours sublime, dégagé de toutes les vulgarités matérielles, en sa qualité de messager du Verbe, de réceptacle de l'Esprit créateur. Or, maintenant que cette aventure tragicomique venait de mettre sa femme sur ma route, je ne pus pas m'empêcher d'observer de très près son existence familiale et conjugale. Tout à fait contre ma volonté, une curiosité de guetteur inquiet m'ouvrit les yeux, et à peine ce regard furteur naquit-il qu'il se troubla aussitôt, car l'existence de cet homme à l'intérieur de son domaine propre était étrange et constituée comme une énigme presque angoissante. Peu de temps après cette rencontre, lorsque pour la première fois je fus invité à sa table et que je le vis, non pas tout seul mais avec des femmes, j'eus le singulier soupçon de leur vie commune était par trop bizarre. En plus, je pénétrai dans l'intimité de cette maison,
plus ce sentiment devient troublant pour moi. Non pas qu'en paroles ou dans les gestes une tension ou un désaccord se fût montré entre eux, au contraire, c'était le néant, l'absence complète de toute tension, positive ou négative, qui les enveloppait d'une atmosphère aussi étrange et impénétrable. C'était un calme lourd et orageux, du sentiment qui rendait l'air plus oppressant dans le déchaînement d'une dispute, ou les éclairs d'une rancœur cachée. Extérieurement, rien ne trahissait l'irritation ou la tension. Seule la distance qui les séparait intérieurement se sentait de plus en plus forte, car les questions et les réponses de leur conversation, rarifiées, ne faisaient pour ainsi dire que s'effleurer rapidement du bout des doigts. Jamais il n'y avait entre eux de cordialité. La main dans la main, et moi, et même avec moi lors des repas, ils parlaient avec gêne et hésitation. Et parfois, jusqu'à ce que nous nous remettions à parler des études, la conversation se figeait et se concentrait en un vaste bloc de silence, que personne n'osait plus rompre et dont le froid pesant oppressait au suite mon âme des heures entières. Ce qui m'effrayait surtout, c'était sa solitude complète. Cet homme ouvert, d'une nature absolument expansive, n'avait aucun ami. Seuls ses élèves étaient sa société et sa consolation. Il n'était lié à ses collègues de l'université que par des rapports d'une correction polie. Il n'allait jamais en société. Souvent, il restait des jours entiers sans sortir de sa maison. Si ce n'est pour faire les 20 ans qu'il y avait jusqu'à l'université, il entassait tout en lui-même, silencieusement, sans se confier, ni aux hommes, ni à l'écriture. Et maintenant, je compris aussi le caractère éruptif, le jaillissement fanatique de ses discours au milieu des étudiants. C'était son être qui s'épanchait soudain après des journées passées à accumuler. Toutes les pensées qu'il portait en lui, muettes, se précipitaient avec cette fougue que les cavaliers appelaient si joliment les cheveux, la ruée vers l'écurie. Elle rompait impétueusement la clôture du silence dans cette chasse à courroux verbale. Chez lui, il parlait très rarement à sa femme, moins qu'à tout autre, et avec une surprise inquiète et presque honteuse je reconnaissais moi-même, tout jeune garçon inexpérimenté, que je fusse qu'il y avait ici une ombre planant entre ces deux êtres, une ombre flottante et toujours présente, faite d'une matière imperceptible mais malgré tout, les isolant complètement l'un de l'autre. Et pour la première fois, je pressentis qu'à l'épaisseur ce secret cache la façade d'un mariage, comme si un pentagramme magique eût été tracé sur le seuil. Jamais sa femme n'osait pénétrer dans son cabinet de travail sans une invitation particulière. Par là, on voyait distinctement qu'elle était entièrement exclue de son monde intellectuel, et jamais mon maître ne permettait qu'on parlât de ses projets et de ses travaux quand elle était là. La manière dont il s'interrompait brusquement au milieu d'une phrase à l'essor passionné, aussitôt qu'elle entrait, m'était même franchement pénible. Ce qu'il y avait là de presque offensant et de dédain, quasi manifeste, ne se dissimulait même sous aucune forme de politesse. D'un ton sec, elle repoussait clairement loin de lui toute marque d'intérêt de sa part, mais elle ne paraissait pas remarquer cette offense où elle y était déjà habituée. Avec son allure de jeune fille pleine de fierté, agile et prestre, svelte et musclée, elle montait et descendait les escaliers comme une flèche. Elle avait constamment une foule d'occupations, mais, cependant, toujours du temps. Elle allait au théâtre, elle ne négligeait aucune activité sportive. En revanche, cette femme qui pouvait avoir à peu près 35 ans était dépourvue de tout goût pour les livres, pour son foyer, pour tout ce qui était solitude, calme ou méditation. Elle paraissait seulement se trouver bien lorsque, toujours à fredonner, aimant rire et à chaque instant prête pour conversation piquante, elle pouvait déployer ses membres dans la danse, la natation, la course, dans n'importe quel exercice violent. Avec moi, elle ne parlait jamais sérieusement. Elle ne faisait que me taquiner, comme un boubec, et tout au plus voyait, elle en moi, un partenaire bon pour les épreuves, de force audacieuse et cette nature d'agilité et de brillante sensualité formaient une opposition si troublante avec le mode de vie de mon maître sombre, tout replié sur lui-même, et seulement enflammé par l'esprit, que je me demandais, avec un étonnement toujours nouveau, ce qui avait bien pu unir ces deux tempéraments essentiellement dissemblants.
À vrai dire, ce singulier contraste était utile pour moi. Lorsqu'après un travail épuisant, j'entamai la conversation avec elle, il me semblait qu'un casque pesant m'était ôté du front. Après une exaltation extatique, tout reprenait sa couleur quotidienne et son aspect terrestre. La joyeuse sociabilité de la vie réclamait agréablement ses droits et le rire, que je désapprouvais presque dans sa fréquentation austère à lui, venait ainsi fort à propos d'étendre la pression excessive du travail intellectuel. Une sorte de camaraderie juvénile s'établit entre elle et moi, et parce que nous ne causions toujours avec désinvolture que les sujets indifférents. Par exemple, en allant ensemble au théâtre, nos rapports n'avaient rien de dangereux. Une seule chose interrompait péniblement l'insouciance complète de nos entretiens, et chaque fois me remplissait du trouble. C'était quand le nom de son mari était prononcé. Alors elle opposait invariablement à ma curiosité indiscrète un silence irrité, ou bien, lorsque je parlais de lui avec enthousiasme, elle avait un sourire étrangement voilé. Mais ses lèvres restaient fermées, d'une façon différente, mais avec la même violence d'attitude. Elle écartait cet homme de sa vie, comme lui-même l'écartait de la sienne. Et pourtant, ils vivaient tous deux, depuis déjà 15 ans, à l'ombre du même toit, sans bruit. Mais, plus ce mystère était impénétrable, plus se renforçait son attraction sur mon impatience passionnée. Il y avait là une ombre, un voile que je sentais frémir, étrangement proche de moi. Au souffle de chaque parole, plusieurs fois déjà je pensais le saisir, ce tissu si troublant, mais il me glissait aussitôt entre les doigts pour revenir un moment après murmurer, tout près de moi, mais cela ne devenait jamais un mot tangible, une forme palpable. Or, rien n'intrigue et n'excite plus un jeune homme que le jeu énervant des vagues d'hypothèses. L'imagination, qui d'habitude vagabonde avec indolence, voit soudain devant elle un but de chasse. Et la voilà qui s'enfièvre dans le plaisir, tout nouveau pour elle, de la poursuite de ce gibier, et ces temps-là, de sens inconnus, naquirent en moi, qui jusqu'alors était un garçon engourdi, une ouïe extraordinairement fine, qui captait insidieusement les moindres intonations, un regard épieur et inquisiteur, plein de méfiance et d'acuité, une curiosité furiteuse qui fouillait l'obscurité. Mes nerfs se tendaient élastiquement jusqu'à devenir douloureux, sans cesse excités par le contact d'un pressentiment et n'arrivant jamais à se détendre dans une impression nette. Cependant, je ne la blâmerai pas. Ma curiosité, toujours en haleine et aux aguets, car elle était pure, l'émotion qui exaltait ainsi tous mes sens n'était pas celle d'un voyeur concupiscent, aimant à découvrir perfidement chez un être supérieur quelque bassesse humaine. Au contraire, elle se teintait d'une angoisse diffuse, d'une compassion perplexe et hésitante, qui devinait, avec une anxiété inquiète, la présence d'une souffrance chez ce taciturne, car, plus je pénétrais dans sa vie, plus m'oppressait d'une manière concrète l'ombre qui avait déjà marqué le cher visage de mon maître, cette noble mélancolie, noble parce que noblement surmontée, qui jamais ne s'abaissait jusqu'à une mauvaise humeur désagréable ou une colère incontrôlée. Si dès la première heure il m'avait attiré, moi l'étranger, par les illuminations volcaniques de sa parole, maintenant que j'étais devenu son familier, je me sentais encore plus profondément ému par sa taciturnité, par ce nuage de tristesse qui passait sur son front. Rien ne touche aussi puissamment l'esprit d'un adolescent que l'accablement d'un homme supérieur. Le penseur de Michel-Ange, regardant fixement son propre abîme, la bouche de Beethoven, amèrement rentrée, ces masques tragiques de la souffrance universelle, émeuvent plus fortement une sensibilité qui n'est pas encore formée que la mélodie argentine de Mozart ou la riche lumière enveloppant les figures de Léonard. Étant elle-même beauté, la jeunesse n'a pas besoin de sérénité. Dans l'excès de ses forces vives, elle aspire au tragique, et dans sa naïveté, elle se laisse volontiers vampiriser par la mélancolie. De là vient aussi que la jeunesse est éternellement prête pour le danger, et qu'elle tend, en esprit,
en une main fraternelle à chaque souffrance. C'était la première fois de ma vie que je rencontrais le visage de quelqu'un qui souffrait véritablement. Fils de petits gens élevés dans le confort d'une aisance bourgeoise, je ne connaissais le souci que sous les masques ridicules de l'existence quotidienne, prenant la forme de la contrariété, portant la robe jaune de l'envie, ou faisant sonner les mesquineries de l'argent. Mais le trouble qu'il y avait dans ce visage provenait, je le sentais, aussitôt d'un élément plus sacré. Cet air sobre venait des sombres profondeurs. C'est de l'intérieur qu'une pointe cruelle avait ici dessiné ses plis et ses fissures dans ses joues amollies avant l'âge. Parfois, lorsque j'entrais dans son bureau, toujours avec la crainte d'un enfant qui s'approche de maisons où habitent des démons, et qu'absorbé dans ses réflexions, il ne m'entendait pas frapper. De sorte que je me trouvais soudain honteux et troublé devant cet homme perdu dans ses pensées. Il me semblait qu'il y avait là que son masque corporel. Wagner habillé en Faust, tandis que son esprit errait dans les ravins énigmatiques, au milieu de terribles nuits de Walpurgis. Dans ces moments-là, ses sens étaient complètement émoussés. Il n'entendit ni l'approche d'un pas, ni un timide salut. Lorsqu'ensuite je ressaisissais soudain, il se levait brusquement. Ses paroles précipitées essayaient de dissimuler son embarras. Il allait et venait, s'efforçant par des questions de détourner de lui mon regard intrigué. Et pendant longtemps encore, son front restait sombre, et seule la conversation, venant à s'animer, pouvait dissiper les nuages amoncelés dans son âme. Il sentait parfois, probablement, combien son aspect m'émouvait. Il le sentait peut-être dans mes yeux, à mes mains inquiètes. Il pouvait deviner, par exemple, que sur mes lèvres flottait l'invisible, une prière implorant sa confiance. Ou bien il pouvait reconnaître dans mon attitude tâtonnante le désir fervent et secret de prendre sur moi et en moi sa douleur. Certainement il s'en apercevait, car à l'improviste il interrompait la conversation animée et me regardait avec émotion. Même son regard, d'une chaleur singulière, obscurci par sa propre plénitude, m'enveloppait tout entier. Alors, souvent, il prenait ma main et la tenait pendant longtemps, avec agitation. Et toujours j'attendais. Maintenant, maintenant, maintenant il va me parler. Mais à la place, c'était la plupart du temps un geste brusque, parfois même une parole froide, dégrisante et ironique à dessein. Lui qui était enthousiasme personnifié, qui l'avait éveillé et entretenu en moi, l'écartait soudain comme une faute qu'on efface dans un devoir mal écrit. Et plus il me voyait l'âme ouverte, aspirant à sa confiance, plus il prononçait avec âpreté des paroles glaciales comme vous ne comprenez pas cela, ou bien laissez donc ces exagérations-là. Paroles qui me surexcitaient et me portaient au désespoir. Combien j'ai souffert à cause de cet homme survolté, qui lançait ses éclairs passant brusquement du chaud au froid, qui inconsciemment m'enflammait pour me glacer aussitôt, et qui par sa fougue exaltait la mienne, pour brandir ensuite soudain le fouet d'une remarque ironique. Oui, j'avais le sentiment cruel que plus je m'approchais de lui, plus il me repoussait avec dureté, et même avec inquiétude. Rien ne devait, rien ne pouvait le pénétrer son secret. Car un secret, j'en avais de plus en plus vivement conscience, et étrange et inquiétant secret logé au plus profond de cet être fascinant, à la manière singulière dont son regard se dérobait, reculant craintivement après cette avancée avec ardeur. Quand on s'abandonnait à lui avec gratitude, je pressentais quelque chose de caché. Je le devinais au pli amer des lèvres de sa femme, à la réserve froide et singulière des gens de la ville qui vous regardaient presque avec indignation quand on disait du bien de lui, à cent choses bizarres, à cent troubles soudains. Et quel tourment c'était de se croire déjà entré dans l'intimité d'une telle vie et cependant d'y tourner en rond, confusément, ignorant du chemin qui conduisait à sa racine et en son cœur. Mais le plus inexplicable, le plus irritant pour moi, c'étaient ces escapades,
Un jour, quand j'arrivai à la faculté, il y avait un écriteau disant que le cours était interrompu pendant 2 jours. Les étudiants ne semblaient pas étonnés. Mais moi, qui la veille encore m'étais trouvé auprès de lui, je courus à sa demeure, poussé par la crainte qu'il ne fût malade. Sa femme ne fit que sourire sèchement devant l'émotion qui trahissait mon apparition précipitée. Cela arrive assez souvent, dit-elle avec une froideur étrange. Simplement vous n'y êtes pas habitué. Et de fait, j'ai appris par mes camarades qu'assez souvent il disparaissait ainsi pendant la nuit, parfois ne s'excusant que par une dépêche. Un étudiant l'avait rencontré à 4 heures du matin, dans une rue de Berlin, un autre dans un café de ville éloigné. Il partait soudain, comme un bouchon saute dans une bouteille, et revenait ensuite sans que personne ne sût où il allait aller. Cette disparition brusque m'affecta, autant qu'une maladie pendant 2 jours, et je ne fis qu'errer çà et là, l'esprit absent, inquiet et discret. Soudain l'étude hors de sa présence accoutumée était devenue pour moi vide et sans objet. Je me consumais en hypothèses confuses, non dépourvues de jalousie, et même un peu de haine et de colère surgit en moi à cause de sa dissimulation, qui me laissait comme un mendiant, sous le froid glacial, en dehors de sa véritable vie, moi qui brûlais d'y participer, en vain. Je me disais que, n'étant qu'un adolescent, un étudiant, j'avais aucun droit de lui demander des comptes et des explications, car sa bonté m'accordait 100 fois plus de confiance qu'un professeur de faculté n'y est tenu par sa fonction. Mais la réunion n'avait aucun pouvoir sur ma passion ardente. 10 fois par jour, je vins sottement demander s'il n'était pas rentré, jusqu'au moment où je sentais déjà chez sa femme de l'irritation, à la façon dont ses réposes négatives devenaient toujours plus brusques. Je restais éveillée, la moitié de la nuit, guettant le bruit de son pas lorsqu'il rentrerait. Le lendemain matin, je rôdais avec inquiétude autour de la porte, n'osant plus maintenant poser de questions. Et quand finalement, le 3e jour, il entra à l'improviste dans ma chambre, la respiration me manqua. Mon effroi fut sans doute extraordinaire, comme je compris du moins à son expression de surprise embarrassée qu'il tenta de dissimuler en me posant précipitamment quelques questions indifférentes. En même temps, son regard m'évitait. Pour la première fois, notre entretien allait du travers des mots, trébuchés les uns contre les autres, et tandis que tous deux, nous faisons l'effort pour écarter toute allusion à son absence, c'est précisément ce que nous ne disions pas qui barrait la route à toute conversation suivie. Lorsqu'il me quitta, la brûlante curiosité flambait en moi comme une torche. Peu à peu, elle dévora mon sommeil et mes veilles. Cette lutte pour en apprendre et en connaître davantage dura des semaines. Avec entêtement, je poursuivais mon forage vers le nouveau du feu, et je croyais sentir comme un volcan, sous le rocher de son silence. Enfin, au cours d'une heure fortunée, je parvins à mettre pour la première fois le pied dans son monde intérieur. Une fois de plus, j'étais resté assis dans son bureau jusqu'au crépuscule. Alors il sortit quelques sonnets de Shakespeare d'un tiroir fermé. Il lut d'abord de sa propre traduction ces brèves esquisses qui semblaient couler dans du bronze, puis il éclaira si magiquement cette écriture chiffrée, en apparence impermettable, qu'au milieu de mon ravissement, le regret me vint que tout le trésor répandu par la parole fugitive de cet homme, débordant, se perdit pour tout le monde. Voici que le courage me prit subitement. D'où il me vient de lui demander pourquoi il n'avait pas achevé son grand ouvrage sur l'histoire du théâtre du globe. Mais à peine avais-je osé cette parole que je constatai avec effroi que je venais, sans le vouloir, de toucher maladroitement à une plaie secrète et visiblement douloureuse. Il se leva, se détourna et resta longtemps silencieux. Le bureau paraissait s'être soudain rempli à l'extrême de crépuscule et de silence. Enfin il s'approcha de moi, me regarda longuement et ses lèvres tremblèrent plusieurs fois, avant de s'entr'ouvrir légèrement. Puis sortit le douloureux aveu. Je ne puis pas mener de grands travaux. C'est fini. Seule la jeunesse forme des projets aussi hardis. Maintenant je n'ai plus de ténacité. Je suis, pourquoi le cacher, devenu un homme au souffle court. Je ne peux pas persévérer longtemps. Autrefois j'avais plus de force. Maintenant elle n'existe plus. Je ne puis que parler. Là je suis parfois inspiré. Quelque chose m'élève au-dessus de moi-même.
mais travailler assis, dans le silence, toujours seul, je n'en peux plus. Son attitude résignée me bouleversa, et dans un élan de spontanéité profonde, je le suppliai de songer à retenir enfin d'un point solide ce que quotidiennement il répandait sur nous d'une main négligente, et de ne pas se contenter de donner, mais de conserver sous forme d'ouvrage ses propres richesses. Je ne puis pas écrire, répéta-t-il d'un ton las. Je ne suis pas assez concentré. Eh bien, dictez. Et emporté par cette pensée, j'insistai en le suppliant presque. Vous n'avez qu'à me dicter. Essayez donc, commencez un peu. Ensuite de vous-même, vous ne pourrez plus vous arrêter. Essayez la dictée. Je vous en prie, pour l'amour de moi. Il leva les yeux, étonné, et puis pensif. Il eût dit que cette idée l'intéressait. Pour l'amour de vous répéta-t-il. Croyez-vous réellement que quelqu'un puisse encore se réjouir de voir le vieil homme que je suis entreprendre quelque chose? Je sentais déjà à son hésitation qu'il commençait à céder. Je le sentais à son regard fermé, qui, l'insistant avant chargé encore de nuages, maintenant allégé par une chaude espérance, se déployait peu à peu et trouvait en elle de quoi s'éclairer. Le croyez-vous réellement répéta-t-il. Je sentais que sa volonté se préparait à accueillir intérieurement cette suggestion, et tout d'un coup elle s'écria. Eh bien, asseyons. La jeunesse a toujours raison. Qu'il écoutait sage. L'explosion sauvage de ma joie. Mon cri de triomphe parut le revigorer. Il allait et venait à grands pas, presque avec l'animation d'un jeune homme, et nous convîmes que tous les soirs, à 9 heures immédiatement après le dîner, nous essayerons de travailler, d'abord 1 heure chaque fois, puis le soir suivant, nous commençâmes la dictée. Ah, ces moments, comment les décrirais-je? Je les entendais toute la journée. Dès l'après-midi, une agitation fiévreuse et enivrante électrisait mes sens impatients. À peine pouvais-je supporter les heures jusqu'à la venue du soir. Nous allions alors, aussitôt le repas achevé, dans son cabinet de travail. Je m'asseyais à la table, lui tournant le dos, tandis qu'il marchait dans la pièce d'un pas agité, jusqu'au moment où le rythme s'était pour ainsi dire rassemblé en lui, et où l'élévation de sa voix donnait le départ, car cet homme singulier tirait toutes ses pensées de la musicalité du sentiment. Il avait besoin, toujours, de prendre son élan, pour mettre ses idées en mouvement. Le plus souvent, c'était une image, une métaphore hardie, une situation concrète dont il tirait une scène dramatique qu'il brossait à grands traits, emporté malgré lui par l'émotion. Souvent, quelque chose d'apparenté aux fulgurations grandioses de la narrature créatrice surgissait alors au milieu des éclairs précipités de ses improvisations. Je me souviens de lignes qui ressemblaient aux strophes d'un poème iambique et d'autres qui se répandaient comme un caractère en de dénombreusements puissants et abondants, comme le catalogue des vaisseaux chez Homère et comme les hymnes barbares de Walt Whitman. Pour la première fois, il m'était donné à ma jeunesse encore inexpérimentée de pénétrer dans les mystères de la création. J'y voyais la pensée, encore incolore, n'étant qu'une pure chaleur fluide, comme le bronze fondu pour une cloche, naître du creuset de l'excitation impulsive, puis, en se refroidissant, peu à peu trouver sa forme. Je voyais ensuite cette forme s'arrondir et se réaliser dans toute sa vigueur jusqu'à ce qu'enfin le verbe en sortît clairement et donnât au sentiment poétique comme le battant qui fait résonner la cloche le langage des hommes, et même que chaque partie émanait d'un rythme et chaque description d'un tableau à caractère théâtral, l'ouvrage dans toute son ampleur sortait d'une façon absolument antiphilologique d'un hymne à la mer, comme à la seule forme de l'infini, visible et sensible en ce monde, roulant ses vagues d'horizon en horizon, regardant vers les cieux, en cachant des abîmes, jouant entre-temps d'une manière à la fois pleine de sens et insensée avec la destinée terrestre, avec le frêle esquive des hommes, de ce tableau de la mer naissant en un parallèle grandiose et en une description du tragique, comme étant la force élémentaire, rugissante et destructrice qui agite notre sang. Puis cette vague créatrice roulait vers un pays. L'Angleterre surgissait, cette île éternellement battue par cet élément, mouvant et qui borde tous les rivages de terre, toutes les latitudes et toutes les zones du globe terrestre. Là-bas, en Angleterre, il donne forme à l'État.
Le regard droit et clair de la mer pénètre jusqu'au fond de l'œil gris et bleu comme de verre, jusque dans l'œil. Chaque individu est à la fois un homme de la mer et une île, comme son pays. Et de fortes passions orageuses bouillonnent voluptueusement dans cette race qui a éprouvé inlassablement ses forces au cours des siècles, où les Vikings naviguaient une aventure. Maintenant, la paix met ses brouillards au-dessus du pays battu des flots, mais ses habitants, familiers des tempêtes, continuent à choisir la mer, le rude assaut des événements avec leurs dangers quotidiens, et il se crée ainsi de nouvelles émotions stimulantes dans les jeux sanglants. D'abord, les tréteaux sont installés pour des classes aux bêtes sauvages et pour des combats singuliers. De sang des ours coule, le combat des coqs existe bestialement, la volupté de l'horreur. Mais bientôt, un sens plus raffiné cherche une émotion plus pure dans l'affrontement héroïque des hommes, et c'est alors qu'à partir des représentations pieuses des mystères joués dans les églises, sort de cet autre grand jeu des passions humaines, répétition de toutes ces aventures, autre traversée orageuse, mais maintenant dans les mers intérieures du cœur, nouvel infini, nouvel océan, avec les marées de la passion et les mouvements houleux de l'esprit, où naviguer avec émotion, être ballotté et secoué dangereusement, constitue un nouveau plaisir pour cette race anglo-saxonne, tardive mais toujours forte. C'est ainsi que naît le drame de la nation anglaise, le drame des Élisabéthiens.